Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 15 décembre. Près de 2000 coureurs ont enfilé leurs baskets et leurs dossards pour le fameux Giro di Natale. La traditionnelle course de Noël avait lieu ce matin dans les rues de la Principauté. Sur le ring de la Salle des Étoiles, le Monte Carlo Boxing Showdown a réuni les passionnés hier soir, dont le prince Albert II, autour des stars internationales de la boxe anglaise. Les combats étaient à la fois intenses et spectaculaires, vous le verrez. Un peu plus tôt dans la soirée, dans une ambiance plus féerique, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo donnait un concert exceptionnel à l'église Saint-Charles. Une de nos équipes nous fera revivre cet instant suspendu. Et puis nous vous proposerons également de voir ou de revoir l'interview de Pierre-André Capori. Le ministre des Finances et de l'Économie a réagi suite au rapport de suivi positif de Moneval. Les experts du Conseil de l'Europe ont salué les efforts de la Principauté dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous avez sûrement croisé des coureurs dans les rues de la Principauté ce matin. Le traditionnel Giro di Natale était de retour sous un soleil radieux. Une course ouverte à tous qui sillonne Monaco avec des parcours adaptés pour les petits et les grands. Retour sur cette matinée sportive dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Et voilà, c'est parti pour cette 39e édition du Giro di Natale. 1900 coureurs, on va dire en 2000, allez. Au Giro di Natale, c'est la course à ne pas manquer en Principauté. Après un départ donné sur le boulevard Albert Ier, les près de 2000 coureurs s'élancent pour arpenter le circuit du Grand Prix et les rues monégasques sur 10 km. Toujours une course magnifique, beaucoup de monde, belle organisation et on s'est bien amusé, donc là on va se proposer prendre une douche et ça va aller. C'est ma première course en ville. J'ai commencé la course à pied il y a un an à peu près et j'espérais faire 50 minutes, je suis à 44, c'est inespéré. Au top, j'en pouvais plus et elle m'a soutenu jusqu'au bout. Le soleil est au rendez-vous, c'est la Côte d'Azur et Monaco, que voulez-vous? Et parmi les participants, certains courent pour une bonne action. On a la personne qui est dans la Joëlette et tout le trajet on sera là, on se relaie pour faire tout le parcours. Le but c'est de faire passer du bon temps pour les personnes handicapées, pour les jeunes enfants qui ont vécu des drames ou des maladies. Donc notre démarche elle est là. Petits et grands de l'association Monaco Liver Disorder couraient pour sensibiliser sur l'importance du don d'organes. C'était difficile parce qu'à la fin j'ai cru qu'on allait encore refaire un tour. Donc du coup j'ai été dégoûtée. Après quand j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai couru. Je l'ai fait, donc je suis contente. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'arrêtaient, qui me disaient « Allez Samy, allez Samy !» Ça m'a donné de la force, donc je suis partie en courant. On est tous des transplantés et voilà, on va courir fièrement pour montrer que le don d'organes ça fonctionne et ça permet de sauver des vies. Et on est aussi très fiers des enfants qui l'ont fait. Voilà, moi j'ai été personnellement aussi malade quand j'étais petit, donc c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Au Giro di Natale, c'est donc l'occasion de faire passer de beaux messages. C'est aussi un dernier effort avant de bien profiter pendant les fêtes. Et oui, avant la bûche et autres gourmandises, eux aussi se sont bien dépensés. L'élite mondiale de la boxe s'était réunie hier soir au Sporting, transformé pour l'événement en véritable ring. Au programme de ce Monte Carlo Boxing Showdown, 4 combats pour 2 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe. Parmi les compétiteurs, un Anglais a frappé fort, comme nous l'explique Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Les plus grandes stars de la boxe étaient présentes ce samedi soir à la Salle des Étoiles. Pour la 5e édition du Boxing Showdown Monte Carlo, 4 combats de boxe anglaise étaient proposés aux amateurs de sport de combat, venus nombreux pour l'événement. 4 ceintures étaient en jeu hier, 2 combats pour le titre de champion d'Europe et 2 combats pour le titre de champion du monde, avec des catégories de poids allant des poids coqs, les moins de 53 kg, au poids lourd où il n'existe aucune limite de poids. Et c'est le Britannique Maxi Hughes qui a créé la sensation de la soirée en s'emparant de la ceinture de champion d'Europe chez les moins de 62 kg, en délivrant un véritable récital de boxe à l'Irlandais Gary Kelly. Le Britannique a obtenu un score parfait des juges en remportant chacun des 10 rounds. I had a real nice week. I was a bit tourist for 2 days and then got down to business. And what a beautiful way to finish the year. Monaco, beautiful place. And to put on a clinical, winning every round, putting on a great show for the people, the Monegasque people and my fans as well, so really happy. So there's a little bit of history. This fight was supposed to happen 5 years ago and it never did, COVID.
and then he's been calling me out since. And now it's happened. My argument was always, I'm better. I belong at a higher level. And tonight, I showed that. I get to say, I told you so. The King 2.0. La soirée a aussi été marquée par la victoire du Français Leonardo Mosquera. Le boxeur guyanais a remporté à la décision un combat historique et devient le premier boxeur français de l'histoire à s'emparer de la ceinture de champion d'Europe des moins de 90 kilos. Après son exploit face au Fenerbahçe il y a 2 jours, la Roca Team a confirmé sa très bonne dynamique en délivrant hier sur son parquet une nouvelle prestation quasi parfaite face au Portel en Betclic Elite. Les Rouges et Blancs se sont imposés 78-56 en offrant un nouveau récital offensivement et défensivement. Après le match, Mame Diaité a souhaité revenir sur le nouveau collectif que l'équipe a réussi à développer depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est un point fort depuis plusieurs matchs, depuis le changement qu'a pu avoir. Je pense que la constance qu'on retrouve match après match, c'est que le ballon il circule plus. On a un nombre de passes d'ess collectif qui est beaucoup plus haut et ça permet d'impliquer plus de joueurs, plus de monde. Et ça permet de faire tourner davantage aussi dans l'équipe. Je pense que l'une des raisons principales, c'est l'entraîneur. Hein. Enfin, il y a un état d'esprit de champion, de la gagne, de volonté de vouloir être constamment au top, de constamment demander à ce qu'on soit performant. C'est-à-dire que là, après ce match-là, son point, ça a été de parler de ce 3e carton contre le Portel. On aurait pu être un peu négligent. Lui, tout de suite, il a rappelé cette chose-là, tout en ne mettant pas non plus bas. C'est-à-dire qu'en en parlant, mais en étant aussi lucide et sans nous écraser non plus. Il a une certaine manière de réussir à dire tout ce qu'il a à dire en faisant en sorte que le message y passe bien. Et depuis un moment, je pense que l'équipe, globalement, elle adhère au message. Et les résultats, c'est les matchs qui en ce moment. Donc c'est l'une des plus grosses raisons et la raison principale, je pense, de ces résultats et de ce qui se passe en ce moment. Mame Diaité qui s'est vu remettre en marge de cette rencontre son maillot pour le All-Star Game des mains de la légende LNB Ali Traoré. Comme lui, Eli Okobo et Mathieu Strazel ont reçu leur tenue pour la Team France de ce match de prestige qui aura lieu le 29 décembre prochain à l'Accor Arena de Paris. De son côté, Mike James participera pour la Team Monde. Prochain match pour la Roca Team mardi 17 décembre en Euroleague contre le Bayern de Munich. Un véritable choc puisqu'il opposera le 2e au 3e. Sur la pelouse de Reims, Monaco a manqué l'occasion rêvée de passer devant Marseille au classement de Ligue 1. Les joueurs d'Adi Hutter sont repartis hier soir avec un match nul 0-0, synonyme de statu quo avec l'OM, 30 points chacun. En plus grande forme, on l'espère, l'AS Monaco FC recevra le leader parisien mercredi soir au Stade Louis II. En bob à 2, après une 12e place en Coupe du Monde hier en Lettonie, Boris Vian et Arthur Prévost ont frappé fort aujourd'hui sur la même piste en signant une remarquable 4e place. Le pilote monégasque a su maîtriser les difficultés et même grappiller une place au classement en 2e manche. Cette saison est l'une des plus importantes pour le bob monégasque car il s'agit de la dernière avant les Jeux Olympiques d'hiver. Boris Vian s'était confié dernièrement sur Monaco Info. Il nous dévoilait ses ambitions et ses objectifs pour les mois à venir dans notre JT. Son entretien est toujours disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Monaco est sur la bonne voie. Le pays a été encouragé dans un récent rapport de Moneval pour avoir renforcé son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Si les experts du Conseil de l'Europe montrent des signes positifs, le gouvernement compte bien poursuivre ses efforts, d'autant que sa volonté de sortir de la liste grise du GAFI est toujours d'actualité. À ce sujet, Patricia Navarro s'est entretenue mardi dernier avec le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori. Voici leur entretien. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir alors que Moneval, qui regroupe le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, vient de rendre un rapport de suivi sur la principauté. Un rapport globalement très positif, vous allez nous l'expliquer, mais avant cela peut-être une contextualisation. En janvier 2023,
Moneval a émis des recommandations, c'est cela? Oui, donc un rapport de Moneval publié en janvier 2023 porté sur l'attitude générale des institutions et les moyens mis par la principauté en service pour lutter contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération. Et le rapport était assez critique. À la suite de ce rapport, nous avons été mis en suivi renforcé par deux organismes, d'une part Moneval et d'autre part le GAFI. Alors, peut-être faut-il éclairer un peu... Oui, le distinguo entre Moneval et GAFI. Oui, parce qu'on parle des deux et souvent on fait l'amalgame. Alors, le GAFI, d'abord, c'est une organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Moneval, comme vous l'avez rappelé, est une institution européenne qui travaille de façon très étroite avec le GAFI, mais qui dépend du Conseil de l'Europe. Et s'agissant du rapport qu'on vient de recevoir, les domaines étaient un peu différents. Le rapport de Moneval porte plutôt sur ce qu'en jargon on appelle la conformité technique. C'est-à-dire que les questions que pose Moneval, c'est vous êtes-vous donné les moyens en termes juridictionnels, en termes institutionnels et en termes humains de remplir vos obligations. Est-ce que vous avez les lois et les règlements qu'il faut? Est-ce que vous avez les institutions et les organismes nécessaires? Et ces institutions, les avez-vous dotées de moyens matériels et de moyens humains qui permettent de le faire? GAFI regarde à la fois la conformité technique, mais aussi ce qu'ils appellent l'effectivité. C'est-à-dire que la question... C'est la nuance. La question supplémentaire que pose le GAFI, c'est mais ces mécanismes, est-ce qu'ils marchent? Est-ce que ça vous donne des poursuites? Est-ce que ça vous donne des condamnations? Est-ce que ça vous donne des confiscations, etc. Donc le rapport Moneval, comme vous le rappeliez, porte sur les questions de conformité technique et il est très positif. Alors il est très positif parce que depuis janvier 2023, c'est une véritable petite armée qui s'est mise en marche en principauté pour relever le défi. Sous l'impulsion du prince souverain qui a considéré que c'était une priorité nationale et qui a introduit l'idée d'un, je le cite, mode commando. Dans le rapport Moneval de 2023, sur les aspects purement techniques, Moneval, de façon systématique, regarde 40 points, 40 aspects que dans le jargon, c'est des recommandations. Sur chacune des recommandations, il y a 4 notes possibles. Et il faut avoir une des 2 notes supérieures, largement conforme ou conforme. Et en revanche, il faut éviter les notes inférieures, c'est-à-dire non conformes ou partiellement conformes. Et dans le rapport de 2023, nous avions pas moins de 16 aspects pour lesquels nous avions une note insuffisante, c'est-à-dire de partiellement conforme. Mais les efforts ont payé. Aujourd'hui, ce rapport de suivi le démontre. C'est positif. Il y a eu un effort, et je voudrais souligner le fait que c'est un effort commun. Évidemment de tous les services étatiques, du gouvernement, des services juridiques, de la police, etc., mais aussi du législatif, et le Conseil national a fait un travail énorme, et la collaboration a été parfaite. Oui, parce qu'il y a eu le vote de lois. Il y a eu 4 lois qui ont été votées, qui ont demandé des changements dans des textes existants, il y a eu des décrets d'application, des ordonnances, etc., un travail législatif énorme. Nous avons créé de nouvelles institutions, et la société civile a suivi, c'est-à-dire que les professionnels ont joué un rôle important. Écoutez, j'ai eu l'honneur de présider la délégation de Monaco lorsque nous étions allés au GAFI. J'ai rarement eu autant de sentiments d'une équipe, d'un groupe soudé dans lequel tout le monde allait dans le même sens. Et, comme vous le dites, ce travail coordonné, ce travail commun a payé, puisque aujourd'hui, dans ce rapport, sur les 16 points qui restaient en suspens, 15 d'entre eux ont été améliorés, c'est-à-dire que pour 15 d'entre eux, nous sommes maintenant soit conformes, soit largement conformes, qui sont les notes supérieures. Nous avions pris cet été l'initiative, qui était osée, de demander une requalification de 15 des 16 notes. Et l'audace aussi a payé parce qu'ils ont pris en compte le travail qui avait été fait, ils nous ont accordé les... Donc au total, maintenant, nous avons sur 40 recommandations, 39 sur lesquelles nous sommes largement conformes ou conformes. Et la dernière, c'est quelque chose de très technique, ça concerne les actifs virtuels. Par exemple, les crypto-monnaies, qui est un sujet compliqué. Il n'y a pas d'activité de crypto-monnaie actuellement à Monaco. Nous allons évoluer là-dessus, mais nous sommes en liaison constante avec l'Union européenne pour essayer de suivre l'ensemble des pays dans la définition d'une législation appropriée.
Et l'objectif, toujours en toile de fond, c'est de sortir de la liste grise du GAFI? Alors oui, la route n'est pas terminée, parce que d'abord, même pour Moneval, nous allons finir le 5e cycle d'évaluation Moneval, mais il y aura un 6e cycle qui aura lieu en 2030, ça a l'air loin, mais ce que l'expérience nous montre, c'est qu'il vaut mieux s'y préparer bien avant. Et puis à côté de ça, il y a le GAFI, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le GAFI rajoute des considérations supplémentaires en termes d'effectivité. Donc nous avons encore à faire la preuve que ces mécanismes que nous avons mis en place, ces institutions que nous avons créées, elles donnent des résultats, et donc il faut que nous arrivions à des jugements, à des condamnations, à des... Donc nous avons fait un pas important, mais vraiment la route devant nous reste longue. Si tout va bien, nous avons 3 échéances, mai 2025, septembre 2025 et janvier 2026. Si tout se passe bien sur ces 3 échéances, nous pourrions espérer une sortie de la liste grise du GAFI à la prochaine séance plénière du GAFI qui aura lieu en juin 2026. Et qu'en est-il de la liste de l'UE? Alors, pour la liste de l'UE, normalement, le passage sur la liste grise de l'Union européenne est habituel, je dirais presque automatique, dans le cas de pays en liste grise du GAFI, avec la seule exception des pays qui sont membres de l'Union européenne ou qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Cela étant, nous sommes en contact constant avec l'Union européenne pour poursuivre ce dossier. Et vous l'avez dit, il ne faut donc pas baisser la garde, donc les efforts vont continuer et porter notamment sur la recommandation manquante pour l'heure? Oui, sur la recommandation manquante, ça j'ai bon espoir. Nous suivons le mécanisme général de l'Union européenne. En fait, nous faisons partie du groupe de travail de l'Union européenne sur les cryptoactifs et sur les actifs virtuels. Et donc cette recommandation, ça va se faire. Nous avons à progresser dans le cadre du GAFI et des recommandations d'effectivité. Et inévitablement se trouvent en arrière-plan les questions fiscales. Et puis il y a toujours aussi parfois dans les esprits le fait d'associer Monaco à un paradis fiscal. Et ça, c'est vraiment aussi un peu le nœud du problème et ce contre lequel vous souhaitez lutter et clarifier les choses. Absolument. Ça fait partie des fantasmes dont je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette fixation. Un paradis fiscal, c'est quoi de nos jours? Les paradis fiscaux, c'est avant tout, vraiment beaucoup plus que tout le reste, des pays qui donnent un traitement privilégié aux entreprises qui viennent s'installer chez eux, ou en tout cas qui domicilient chez eux leurs bénéfices. Autrement dit, il y a un certain nombre de multinationales qui utilisent des systèmes de prix internes, de valorisation de brevets, de valorisation de licences, etc., pour rapatrier leurs bénéfices dans le ou les pays pour lesquels la fiscalité des bénéfices des entreprises est la plus basse. C'est l'un des sujets les plus, sur lesquels l'OCDE travaille de façon tout à fait active. Ce n'est absolument pas le cas de Monaco. Monaco a le même impôt sur les bénéfices des sociétés que la France. Bon, à l'exception des sociétés qui font les 3/4 de leur chiffre d'affaires ou plus à Monaco, c'est-à-dire que les vendeurs de cartes postales du Rocher ne payent pas l'impôt sur les bénéfices. Mais sinon, pour les sociétés, nous ne sommes absolument pas un paradis fiscal. Et même sur l'impôt sur les personnes physiques, qui est beaucoup moins important que l'impôt sur les sociétés. Mais sur l'impôt sur les personnes physiques, un paradis fiscal, c'est un pays qui essaye d'attirer des résidents étrangers en leur accordant des facilités qu'ils n'offrent ou des avantages qu'ils n'offrent pas à leurs nationaux. Or, ce n'est pas du tout le cas à Monaco. À Monaco, tout le monde est logé à la même enseigne, les monégasques comme les étrangers, à l'exception des Français qui sont traités plus mal que tout le monde. Mais sinon, nous avons simplement toute personne qui vient s'installer à Monaco est soumise à la fiscalité monégasque. Il se trouve que nous n'avons pas d'impôt sur le revenu, mais ils payent la TVA, ils payent les frais de transactions immobilières, etc. Donc, cette idée de Monaco comme paradis, il y a des paradis fiscaux en Europe, et a fortiori en dehors de l'Europe, mais franchement, Monaco n'en fait pas partie. Monsieur le conseiller, merci de nous avoir reçus donc aujourd'hui, alors que ce rapport Moneval, le rapport de suivi positif, a été publié, parce que des explications sont toujours bienvenues effectivement pour le plus grand nombre dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci à vous.
Sans transition, l'église Saint-Charles a pris une dimension magique hier soir. Un concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a eu lieu dans l'édifice Noir de Monde. Sur scène, avec les musiciens, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III et le chœur de chambre 1732, José Sacré et Camille Calloni ont assisté à ce moment hors du temps pour nous. Sous la direction de Peter Sutz, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert de Noël dans une église Saint-Charles archi-comble, samedi 14 décembre. Au programme, l'ouverture en ré majeur de Handel, le concerto pour hautbois en ré mineur numéro 2 d'Albinoni avec un soliste Mathieu Bloch, 2 sonates de Bieber, dont la numéro 10 en mi mineur avec un soliste Matthias Persson, trompette. Pas de concert de Noël sans Bach. Des extraits de la cantate 191 de Jean-Sébastien Bach ont été interprétés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l'excellent chœur 1732 fondé par Bruno Habert. Il a été créé en octobre 2013 avec un des barytons qui est encore là, Robert Gasglia et moi-même. Une histoire d'amitié à l'origine et puis d'affinité musicale, humaine. Qui sont les chanteurs qui constituent ce groupe, cet ensemble ? Beaucoup d'amateurs, mais d'amateurs éclairés. Ils ont tous absolument une formation vocale poussée. Et puis quelques professionnels aussi qui viennent renforcer les rangs. Enfin, le chœur de chambre 1732 avec le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III ont interprété une suite de 10 Noëls européens harmonisés par Jean-Louis Lusignan. Ce samedi soir, le talent de tous ces artistes, parfois très jeunes, a touché le cœur des centaines d'auditeurs présents à l'église Saint-Charles. Pour eux, c'était déjà Noël. Opération réussie pour les Smiley Monaco à l'origine de la journée des lutins malins organisée hier au Square Gasto. Les petits ont été accueillis par les bénévoles déguisés en lutins pour l'occasion. Au programme, activités et jeux autour de ces petits aidants du Père Noël. Une participation de 5 € était demandée par enfant afin de financer les mascottes de l'association qui seront distribuées dans les centres de secours et de santé de la Principauté pour réconforter les petits lors des soins. Si vous l'avez raté ce matin, voici ce qu'il fallait retenir de La Belle de Moscou. Le film de Rouben Mamoulian était projeté au Grimaldi Forum à 11 h dans le cadre du Monaco Dance Forum. Dans cet entretien avec Fabien Bonilla, Vincent Vatrican nous en dit plus sur l'intrigue de ce long métrage américain avec comme acteurs principaux Fred Astaire et Sid Charisse. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui on parle d'une comédie musicale, La Belle de Moscou, avec notamment Fred Astaire. Qu'est-ce que ce film ? Même si certains l'ont déjà vu. Une comédie musicale. Bien. Oui, parce qu'en plus c'est dans le cadre d'un partenariat qui est avec Monte-Carlo. Voilà, il faut rappeler que chaque année, depuis quasiment 20 ans, je crois, on développe une programmation avec les ballets de Monte-Carlo et donc la danse au cinéma. Et on essaye d'une année sur l'autre de changer un peu de cinématographie, de genre, de danse, de façon de la mettre en scène. Donc là, une comédie musicale, j'allais dire assez classique, placée sous le sceau de la MGM, Arthur Fried MGM, qui est sans doute le label qui garantit une comédie musicale réussie. Effectivement, Fred Astaire, dont on a du mal à imaginer, vu la souplesse qu'il a, qu'il filait quasiment sur ses 60 ans. Et n'oublions pas Sid Charisse. Absolument. La délicieuse Sid Charisse, les plus belles jambes du cinéma, était-elle surnommée. Que l'on voit bien dans le film d'ailleurs. Ce couple ayant été à l'affiche quelques années auparavant de Tous en scène de Vincente Minnelli, qui est sans doute un des chefs-d'œuvre de la comédie musicale. Et donc là... On est au cœur de la guerre froide.
Alors, si on parle du sujet, évidemment, on est au cœur de la guerre froide, mais disons que le propos du film, qui est un remake, je vais y revenir, est quand même édulcoré par rapport au propos du premier film. C'est l'histoire, pour en dire un mot rapidement, d'une femme à poigne commissaire du peuple qui vient à Paris redresser les bretelles, 3 agents soviétiques qui se sont laissés happés par la vie mondaine parisienne, donc pour les rappeler à l'ordre. Évidemment, elle-même va succomber à cette vie de plaisir. Et d'ailleurs, c'était une consigne de Rouben Mamoulian qui voulait, le réalisateur, qui voulait un film très enlevé. Et d'ailleurs, pour l'époque, les années 50, c'est un film qui compte une dizaine de morceaux dansés, ce qui est exceptionnel dans les récits de comédie musicale de l'époque. Donc Fred Astaire, qui a commencé dans les années 30 jusqu'au début des années 60, est incontournable. Tous en scène, on l'avait déjà diffusé. Quasiment 10 ans plus tard, celui-ci faisait partie des films qu'on avait dans nos listes à programmer, et les l'ont volontiers accepté. Merci Vincent. Merci Fabien. Vous l'avez sûrement constaté, la dorsale était partiellement fermée ce week-end, conséquence directe d'un accident de la route qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Cette collision a été suivie d'un nouvel accident dans le tunnel Louis II le lendemain, dans la nuit de samedi à dimanche. 2 enquêtes sont en cours pour déterminer plus précisément les circonstances de ces chocs, à savoir qu'aucune victime dont le pronostic vital est engagé n'est à déplorer. Le ministre d'État Didier Guillaume tiendra une conférence de presse demain en milieu de journée. Nous y reviendrons. Passons à vos prévisions météo pour demain avec Frédéric Hélion. Quelle est la tendance pour le début de la semaine ? Il fera beau, Sarah, encore une belle journée très ensoleillée lundi avec des températures agréables pour la saison, comprises entre 8 et 14 degrés. Lundi 16 décembre, bonne fête à toutes les Alice. Merci Frédéric. Ce journal touche à sa fin. Ne manquez pas ce lundi la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthier recevra Joël Bouzou, ancien olympien français. Il a concouru en pentathlon moderne à 4 Jeux olympiques consécutifs et se dédie désormais à l'organisation qu'il a fondée, Peace and Sport, pour promouvoir la paix par le sport. À la présentation demain, Émilie Rousseau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.